Bienvenue à tous, ravi vraiment de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous célébrions au début de ce mois de décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus de 30 ans de campagne pour l'accès aux services permettant plutôt de traiter et de prévenir le VIH. Mais après toutes ces années, le sida n'est toujours pas éradiqué. La maladie continue à sévir car les moyens de prévention restent insuffisants. S'y ajoute l'impression fausse de ne pas être concerné par cette maladie. Résultat, les messages et les multiples appels au dépistage ne sont pas entendus. Et les séropositifs qui s'ignorent disséminent le virus. En Algérie, on compte plus de 22 000 personnes vivant avec cette maladie, sachant qu'une personne sur 4 ignore qu'elle est séropositive. Comment contracte-t-on le VIH? Quels sont les modes de transmission? Quelle est l'importance du dépistage et du diagnostic précoce dans cette maladie? Nous verrons justement comment s'est organisée la prise en charge des malades du sida dans le contexte de crise sanitaire que nous vivons et quel a été l'impact de la pandémie du Covid-19 sur les efforts de lutte contre cette maladie d'une manière plus générale. En gros, ceci est notre propos ce soir et j'ai le plaisir de recevoir pour en parler d'abord professeur Bouzroub Selima. Vous êtes responsable du laboratoire national de référence sida au niveau de l'IPA, l'Institut Pasteur d'Algérie. Bienvenue. Merci. Bonsoir, ravi de vous recevoir. J'ai également l'immense plaisir de recevoir professeur Achour Nessima. Vous êtes chef de service infectiologie à l'EHS Al-Qatar à Alger. Bienvenue. Le plaisir est pour moi. Ravi de vous retrouver. J'ai également l'immense plaisir de recevoir monsieur Adel Zaddam. Vous êtes directeur de l'ONU SIDA en Algérie. Bienvenue. Merci, bonsoir. Merci, messieurs, dames, de venir sensibiliser autour de ce sujet très important, ce sujet d'actualité. Alors, l'accès au traitement en Algérie a contribué à la réduction de 10% du nombre de décès, mais en parallèle, le nombre de contaminations s'est vu doubler en quelques années, passant de 500 cas en 2003 à près de 1000 cas en 2010 pour atteindre 2100 cas en 2019 et 150 décès. C'est ça, monsieur Zaddam. Pourquoi cette tendance haussière ? Effectivement, premièrement, je dois signaler qu'aujourd'hui, je suis très ravi qu'on en parle du sida dans ce contexte très difficile que vit le monde actuellement face à la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 qui réellement perturbe tous les progrès réalisés en termes de santé, en termes de développement, mais aussi en termes de lutte contre le sida qui ont été réalisés depuis 20 ans. Aujourd'hui, vous parlez de le nombre de décès qui a diminué en Algérie, mais aussi il a diminué partout dans le monde. Parce que l'objectif majeur où tous les efforts ont été engagés au niveau global afin de permettre à toutes les personnes qui sont infectées par le VIH d'accéder au traitement. Donc à arriver à la démocratisation de l'accès au traitement parce que c'était le seul moyen où on pouvait réellement stopper la propagation de l'épidémie. En Algérie, les efforts consentis depuis 1998, et je tiens aussi à remercier les autorités algériennes, alors peut-être le ministère de la Santé, qui très tôt se sont engagés à fournir des traitements pour les personnes avec le VIH en 1998 et aussi à créer des centres de traitement. Donc ce qui fait que quand même depuis plus de 20 ans que le traitement existe et donc ce qui a fait que toutes les personnes avec le VIH qui prennent le traitement aujourd'hui arrivent à une situation de vie plus ou moins normale. Et aujourd'hui les contaminations ça réduit la mortalité. Maintenant, l'aspect de nombre d'augmentation des infections, il est constaté en Algérie, mais il est aussi constaté beaucoup dans le monde parce que les États membres dans l'Algérie se sont engagés à réduire les nouvelles infections à l'arrivée 2020 à moins de 500 000 nouvelles infections. Et l'Algérie s'est engagée aussi à réduire les nouvelles infections à moins de 500 à l'horizon 2020 dans sa stratégie nationale. Il est vrai que c'était des objectifs très ambitieux. Il faut être ambitieux dans la vie. On en est Malheureusement, le problème du VIH, c'est un problème assez complexe. Parce que la transmission du VIH est liée à un certain nombre de facteurs, ce qui fait qu'on ne peut pas contrôler les programmes de prévention et on ne peut pas arriver aux personnes qui sont exposées au risque pour réduire le risque de transmission. Ce qui fait que nous ne sommes pas, aucun pays au monde n'a atteint les objectifs qui s'est fixés.
Donc l'Algérie aujourd'hui enregistre 2100 nouvelles infections et c'est une progression depuis plusieurs années et l'Algérie a enregistré. Est-ce qu'on a une explication, Monsieur Zdam? Est-ce qu'on a une explication? L'explication, c'est premièrement la baisse de vigilance. Premièrement, la baisse, l'interruption des programmes de prévention, parce que les programmes de prévention, ce n'est pas un mot. Parce que quand on parle du VIH, c'est tout un programme qui doit continuer à fonctionner. Dans le VIH, il faut arriver aux personnes qui sont exposées au risque, les sensibiliser, leur offrir le moyen de se prévenir, mais aussi les accompagner vers le dépistage et éventuellement vers le traitement s'ils sont positifs. Donc c'est un processus très complexe auprès d'une population qui vit cachée, parce que la prévalence du VIH en Algérie, elle est faible dans la population générale, elle est 0,1%, mais elle est élevée chez des groupes de population. Et dans certains groupes de population exposés au risque, je peux citer les usagers de drogue injectable, je peux citer les populations vulnérables en fait. Voilà, elle est 72 fois supérieure que la population générale, pour vous dire que le risque il est là. Malgré que toutes ces populations souvent sont exclues, stigmatisées et non reconnues par la société, ce qui fait qu'elles restent cachées. Mais l'épidémie, elle est là, silencieuse, en train de progresser, parce que ces populations sont en contact avec la population générale. Oui. Et il n'y a pas que ça. Je peux citer un groupe de population générale qui intéresse tout le monde, c'est les femmes enceintes. Et là, chez les femmes enceintes, qu'on devait éradiquer la transmission de la mère à l'enfant, malheureusement, le problème de transmission et la couverture des traitements chez les femmes enceintes séropositives reste encore basse. Voilà. C'est un point qu'on développera tout à l'heure plus longuement. Alors l'année 2020, professeur Achour, a été particulièrement éprouvante pour tout le corps médical. Pour vous aussi, à Al-Qatar, vous étiez l'hôpital qui a reçu les premiers cas ici à Alger. Alors, on est un peu curieux de savoir comment vous vous êtes finalement organisé, parce qu'on sait que vous recevez aussi les malades du sida, les séropositifs aussi, les personnes qui sont sous traitement particulièrement. Alors comment vous vous êtes organisé finalement avec la crise du Covid-19 ? Vous savez, nous avons appris à vivre avec cette pandémie qui date de 40 ans, la prise en charge de ces patients VIH, sida. Mais la venue de la Covid-19, du jour au lendemain, il fallait trouver une solution à nos patients. Comment faire? Il fallait des places pour ces malades, il fallait prendre en charge la nouvelle infection virale, mais il y avait parallèlement nos malades. Donc vite, il a fallu dégager 2 services, chose qui a été faite. Il restait le 3e, c'était le nôtre. Nous avions beaucoup de malades hospitalisés. Donc nous avons trouvé comment faire, comment les accompagner chez eux, avec l'aide des associations qui nous ont vraiment accompagnés, que nous tenons vraiment à remercier. Et il fallait ensuite ouvrir. Mais voilà, c'est que nos patients VIH ont également, certains d'entre eux, ont présenté cette infection, la Covid-19. Vous avez eu un décès dans le service, c'est ça ? Un décès dans notre service. Oui. C'est un malade qui est venu avec l'infection Covid-19. Oui. Professeur Bouzroub, vous êtes responsable du laboratoire de référence SIDA. Alors, je suis tentée par vous poser pratiquement la même question. Comment vous êtes ? On sait très bien que l'IPA a joué un rôle très important justement dans la gestion de la crise du Covid-19. Comment vous vous êtes organisé ? Peut-être rappeler en 2 mots quel est le rôle justement du laboratoire et dire comment vous vous êtes organisé. Est-ce que cela n'a pas impacté justement les dépistages, par exemple, du VIH ? Comment vous avez fait ? Dites-nous. Alors, le laboratoire national de référence de l'infection VIH-Sida est un laboratoire donc, qui doit assurer certaines missions de référence. Dépistage, diagnostic, suivi virologique. Donc, nous assurons quand même plusieurs activités. Et c'est vrai que la crise sanitaire actuelle, causée donc par le coronavirus, a impacté un peu ces différentes activités. Cette pandémie qui est mondiale a eu un effet négatif et a perturbé un peu donc, le dépistage, l'étape de dépistage qui est une étape quand même clé et importante pour le diagnostic précoce de ces personnes vivant avec le VIH et pour la prise en charge précoce de ces patients. Puis les gens ne venaient pas aussi, il y a eu une peur, voilà. Tout à fait, c'est une maladie donc, qui fait un peu peur et qui peut être à l'origine d'angoisse, et ce qui fait que donc, les personnes n'osaient pas franchir les portes des établissements de santé ou des hôpitaux pour se faire dépister. Ce qui fait que donc, nous avons réellement ressenti une diminution de l'étape de dépistage. Et d'ailleurs, le nombre de tests s'est effondré
je peux vous dire, de 50 à 60%. Vous disiez tout à l'heure, avant l'enregistrement de l'émission, justement, que vous n'avez pratiquement pas envoyé de malades vers l'hôpital El-Ketar, alors que habituellement vous envoyez, oui, voilà, vous envoyez beaucoup. Tout à fait. Et parallèlement, bien sûr, l'activité ne s'est pas arrêtée. Oui. C'est vrai qu'elle était au ralenti, mais elle ne s'est pas arrêtée parce que bon, le nombre de tests a diminué, le nombre de demandes a diminué, et en parallèle, on assurait l'activité du diagnostic de Covid-19. Oui. Voilà. Vous disiez aussi que cette crise vous a permis de faire la lumière un peu sur les carences justement des laboratoires. Aujourd'hui, vous avez réussi finalement à décentraliser, à travailler avec les laboratoires au niveau national, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des points négatifs, il y a aussi des points positifs dans cette épidémie. Oui. C'est vrai, parce que c'est vrai que le diagnostic de la Covid-19 a commencé au labo national de référence sous la direction du docteur Derard, et il fallait décentraliser donc le diagnostic. On a commencé par les annexes, Constantine et Oran. Et ensuite, vu l'ampleur de l'épidémie, donc on a décentralisé à l'échelle nationale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 62 laboratoires qui ont été évalués et validés pour réaliser le diagnostic. Ce qui veut dire que ces laboratoires ont été évalués, validés, ont été accompagnés, il y a eu un soutien, une formation, il y a eu, c'est-à-dire on a déployé tous les moyens pour que ces laboratoires puissent être fonctionnels et assurer le diagnostic de la Covid-19. Mais en parallèle, aujourd'hui pour le Covid-19, mais demain pour le VIH, pour l'hépatite B, pour les autres virus, bactéries et parasites. Ce qui fait que donc aujourd'hui, cette pandémie donc, a mis en avant le rôle clé et le rôle crucial du laboratoire dans le diagnostic des infections bactériennes ou virales ou parasitaires, et surtout dans la lutte contre la transmission des virus, parce que dépister précocement, ça vous évite donc de transmettre le virus. Oui. Aujourd'hui, le laboratoire, je pense que tout le monde a compris que sans le laboratoire, on ne peut pas parler de stratégie. Une stratégie de dépistage se fait avec un laboratoire, avec un laboratoire équipé, un laboratoire avec des moyens techniques, moyens humains, avec une structure dans les normes. Oui, je vais vous inviter, messieurs, dames, à faire immersion justement dans le service du professeur Achol. On va faire immersion dans ce service et voir un peu comment se fait la prise en charge des malades vivant avec le sida. Ce n'est pas une maladie à cacher. Pour moi, c'est une maladie comme les autres. Comme l'a si bien dit Meriem, c'est une maladie comme les autres. Cette jeune femme a eu un long parcours avant son hospitalisation. C'est dans mon couple que j'ai eu cette maladie. Donc c'est au niveau de votre couple? Oui, et c'est ça qui a fait en sorte que je prends la route de l'aventure, comme vous me voyez en Algérie. J'ai divorcé. Avant de prendre la route. C'est une patiente qui était connue séropositive depuis quelques années, mais qui est passée par une longue période d'ignorance de la maladie. Et pour cela, elle n'a pas du tout consulté. Son état de santé a continué à se dégrader jusqu'à ce qu'elle est arrivée chez nous. Même combat pour Slimane et Houssine, leur histoire est différente. عندها احصائيه تاع 80% باللي عندي قالت شغل ما حبش تقول لي قالت لي حتى نتاكدوا مليح جيت لهنايا دخلت عند الطبيبه فوت شغل قالتها لي شغل حسيت باللي ما فيهاش دواء هذا المرض شغل فينا ما فيش دواء كنت خدام عادي كي خرجت من هنايا في 2002 صح فوت فتره نتاع اموا مريح يسمى ما باش نحكم روحي مليح بعد كيف فات هذيك الفتره نتاع اموا فوتها نقاها فتره نتاع نقاها كيما هكا ومن بعد كي كومونسيت في الخدمه ما شفت عندي حتى بروبليم عادي. Les patients séropositifs souffrent d'un déficit immunitaire, ce qui implique un grand nombre de complications. Ce sont donc des patients qui ont donc un taux de CD4 qui est bas. À ce moment-là, ils vont faire donc des infections qu'on appelle des infections opportunistes. Pourquoi opportunistes? Parce que ce sont des germes chez donc des patients qui ne sont pas immunodéficients et ne posent pas de problème. Mais dès qu'ils ont un déficit immunitaire, ils commencent donc à faire donc, certaines pathologies. Et là, ce sont donc des pathologies qu'il faut prendre en charge, donc, qui nécessitent donc, souvent un traitement injectable. En général, les malades qui sont observants, donc qui sont donc, adhérents à leur traitement, ils ne posent pas de problème.
Donc, les revoit donc, de façon continue donc, à l'hôpital du jour avec des contrôles. Ils viennent, ils prennent leur traitement, ça ne pose pas de problème. Même si la prise en charge est sans faille, les responsables font face à certaines difficultés. C'est vrai que nous avons des petites difficultés pour des explorations parce que dans un hôpital de référence comme celui-là, nous n'avons pas beaucoup de radiologues, nous sommes en manque de radiologues, nous n'avons pas de service de réanimation, nous n'avons pas un rein pour la prise en charge de nos malades qui doivent être dialysés, donc souvent nous avons recours à d'autres spécialités. C'est pas toujours évident, il y en a qui nous accompagnent avec facilité. Il y en a d'autres où c'est vraiment, ça devient des problèmes personnels. On personnalise la prise en charge. Quelle que soit la personne, personne n'est à l'abri. Donc à tout moment, dans toute situation, on peut contracter cette maladie. Il faut y penser. Le traitement est là, il est gratuit, il est disponible. La prise en charge, elle est facile. Le VIH, une maladie stigmatisée rendant les personnes contaminées vulnérables à de multiples infections opportunistes. En Algérie, plus de 2000 nouvelles infections ont été enregistrées. Le dépistage demeure le seul moyen d'être traité à temps et d'éviter ainsi la dégradation de l'immunité et l'altération des organes. Oui, alors avant peut-être de revenir sur la maladie, les modes de transmission et les traitements. Alors aujourd'hui, on parle encore de la pandémie du Covid-19. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des données scientifiques qui prouvent, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de problèmes immunitaires chez les personnes atteintes du VIH-Sida, est-ce qu'il existe aujourd'hui des preuves que, par exemple, ces personnes peuvent développer des formes graves du Covid-19 ? Alors, selon les dernières études, les résultats n'ont pas montré qu'il y a un lien entre VIH et Covid-19. C'est-à-dire que, comme c'est des virus différents, de familles, de classes différentes, les personnes vivant avec le VIH ne présentent pas un risque accru de contracter la maladie. Par contre, il y a eu des résultats qui ont montré que le risque peut être un peu plus élevé lorsque la personne est au stade avancé de l'infection ou lorsque la personne présente une comorbidité ou bien à un âge avancé, c'est-à-dire des facteurs de risque liés, des facteurs de risque général, comme pour toute personne de la population générale. Oui. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu un lien de corrélation étroite. Comme par exemple pour le malade qui est décédé du Covid-19. C'est un malade qui était déjà hospitalisé fin de l'année 2019, donc il est sorti, il était à son M3 de traitement, donc il était bien suivi, la charge virale commençait à s'abaisser, le taux de CD4 s'est légèrement élevé, et puis de par son éloignement d'une décision à lui, il en avait marre, il a arrêté le traitement. Certes, on avait déjà pris en charge plusieurs infections opportunistes chez lui, mais il a décidé d'arrêter le traitement et il est venu à un stade vraiment avancé, dans un état catastrophique, et en quelques jours, on l'a perdu, et quand on l'a dépisté, on l'avait dépisté déjà à l'admission, il faisait la Covid-19, donc c'était pas vraiment évident pour nous de pouvoir. Puis on avait besoin de le transférer dans des unités de réanimation et il n'y avait pas de place. Oui. Monsieur Zdam, l'ONU vise à endiguer, voire à éradiquer le sida d'ici l'horizon 2030. Nous sommes loin de cet objectif ? Oui, effectivement. L'ONU a... Bon, et l'ONU, c'est ambitieux, vous le disiez tout à l'heure. Oui, c'est très ambitieux. Enfin, l'engagement, c'est-à-dire on suivait un rythme, disons, progressif, parce qu'il y a eu des acquis quand même. Depuis l'apparition de l'épidémie, à ce jour, il y a eu des acquis. Et aujourd'hui, si on arrive dans cette émission à parler comme ça ouvertement, et on voit ces personnes parler et tout, je pense c'est déjà un acquis. Non, on a fait un pas géant. Maintenant, bon, l'être humain, il est ambitieux par nature. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des progrès, on avançait et on allait vers des objectifs très ambitieux. Et on avait fixé les 3,90 en 2016 pour dire d'ici 2020, c'est des objectifs intermédiaires avant 2030. D'ici 2020, 90% des personnes doivent connaître leur statut sérologique, 90% de ces personnes doivent être sous traitement et 90% de ces personnes qui sont sous traitement doivent avoir une charge virale indétectable qui va nous mener progressivement à casser la chaîne de transmission et arriver d'ici 2030 pour mettre fin au sida en tant que menace de santé publique. Ça veut dire que le sida ne disparaîtra pas complètement, mais on aura des chiffres vraiment très bas qui continueront à exister. Ça ne deviendra plus un problème de santé publique. Ça ne deviendra plus un problème grave de santé publique. Mais après, non seulement
les moyens n'ont pas accompagné les progrès. Et des dernières années, il y a beaucoup, parce que beaucoup de pays du monde dépendaient des fonds externes et les fonds commençaient à se raréfier à cause de la crise économique mondiale. Le Covid est venu compliquer, tout chambouler. Et maintenant, nous sommes loin déjà. En 2020, nous n'avons pas atteint 3,90. Bon, presque tous les pays du monde. Les nouvelles infections restent très élevées, alors qu'on tablait à moins de 500 000. Mais en 2030, nous restons disons, optimiste pour arriver. Mais aujourd'hui, l'ONU-SIDA a fait des études, des projections pour 2022 en tenant compte de ce qui a précédé et de la crise Covid. Malheureusement, nous allons avoir une augmentation des nouvelles infections, d'où le slogan mondial cette année qui s'appelle « Solidarité mondiale et responsabilité partagée », parce que nous devons nous réorganiser pour avancer sur le droit chemin et revenir sur nos objectifs. Absolument. Les répercussions de la pandémie risquent de retarder justement les échéances. Alors en Algérie, professeur Achour, nous visons la suppression durable de la charge virale chez les personnes sous traitement. On vise également l'élargissement de l'offre du dépistage ainsi que la généralisation de la prévention contre la transmission du virus de la mère à l'enfant. Tout à l'heure, il en a dit un mot. Où en sommes-nous finalement de ces objectifs ? Le premier, je pourrais dire d'abord, le plus important, c'est pour la transmission mère-enfant. On n'est pas encore, on a atteint peut-être 80% à 83%, M. Zdam est là pour le dire. Non, beaucoup moins. Et moi, en fonction des malades que nous recevons. On est à 55%. Fin 2019, à 55%. Ce qui fait mal, c'est que nous recevons des femmes qui sont à un stade avancé de la grossesse et qu'on dépiste à un 6e mois ou à un 7e mois qu'elles sont séropositifs. Ça, ce n'est pas acceptable. Parce que c'est des femmes qui ont été vues dans des consultations. Il y a eu en principe, c'est un test obligatoire aujourd'hui. Oui, il y a les tests prénuptiaux qui doivent être faits. Mais l'inconvénient, c'est des femmes de l'intérieur. Donc, ce n'est pas fait systématiquement. Il ne faut pas incriminer uniquement l'intérieur, la capitale même. Il y a beaucoup de femmes qui habitent la capitale, qui habitent les grands de ville et qui viennent à des âges avancés de la grossesse et elles sont séropositifs. Donc là, nous intervenons dans la prise en charge rapide, l'instauration d'un traitement et la surveillance de la femme. Et souvent, je le dirais, je suis fière de le dire, que nous avons eu quand même beaucoup d'enfants qui sont nés et dont le suivi a permis de voir qu'ils étaient séronégatifs. Oui, parce qu'il faut dire que le fait d'avoir des traitements pendant la grossesse évite justement cette contamination mère-enfant, ça c'est très important. Alors est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec justement cette crise de la Covid-19, une crise de traitement? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a, avant encore une fois l'enregistrement de l'émission, que à peu près les 2/3 de vos malades qui sont revenus vers vous pendant cette crise parce qu'ils n'ont pas consulté, avec un état un peu détérioré. Non, il faut le dire qu'avec la Covid-19, beaucoup de malades, il y avait des wilayas où il n'y avait pas de transport, donc ne pouvaient pas venir à leur rendez-vous. Oui. Il est vrai que nous avons un peu anticipé. Je vous ai dit, du jour au lendemain, on se retrouvait avec une seconde pandémie. Et là, il fallait vraiment trouver des solutions, comment faire à ces malades. Donc, il y avait ce point de relais qui a été créé par le biais des associations, de leur acheminer leur traitement. Mais pour acheminer, il fallait pouvoir acheminer. Moi, j'ai une belle cohorte, quand même, de 2000 malades. Ce n'est pas évident. Donc il fallait trouver d'abord des volontaires, il fallait ensuite avoir un quota conséquent pour pouvoir leur acheminer pour 3 à 4 mois. Ce n'était pas évident. Donc il y a des malades qui n'ont reçu que 1 mois, 2 mois. Et là, donc, obligatoirement, il fallait refaire d'autres acheminements et on a d'autres qu'on n'a pas pu atteindre, on n'a pas pu leur faire parvenir. Et c'est comme ça qu'il y a eu des échecs thérapeutiques et c'est des malades qui sont revenus à des stades avancés de leur maladie. Et quel est le risque, professeur Bouzroub, quand il y a comme ça des échecs thérapeutiques ou un malade qui était sous traitement pendant longtemps et qui interrompt son traitement pendant 1 mois ou plus? Quels sont les risques? Alors, le but et l'objectif du traitement antirétroviral est de réduire la charge virale le plus bas possible et le plus longtemps possible. Alors, lorsque ce traitement n'est pas pris correctement,
eh bien, la charge virale restera toujours augmentée et non pas indétectable. Et cette charge virale donc, sera, si vous voulez, le virus qui va pouvoir développer des mutations de résistance. Donc il y aura donc développement des résistances vis-à-vis des molécules. Et il y aura donc échec thérapeutique. Ça, c'est malheureux de voir, d'observer donc ce genre de complications, surtout qu'aujourd'hui, je veux dire, quand on suit bien son traitement, quand il n'y a pas de problème de malabsorbance, je veux dire, le patient, il peut vivre normalement. Oui. Avec cette Alors cette la crise infection. justement du coronavirus, professeur Bouzroub a remis un peu sur la table le débat un peu des théories conspirationnistes, c'est-à-dire on parle beaucoup aujourd'hui de virus qui ont été créés par l'homme, dont d'ailleurs, on l'a vu un peu sur les réseaux sociaux, sur la toile, beaucoup de gens qui parlent par exemple du VIH aussi comme étant un virus qui a été créé par l'homme. À quel point cela est vrai? Et puis qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce virus justement pour revenir un peu sur le VIH? Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup entendu. Ça fait partie de l'actualité. Oui, mais jusqu'à présent, rien n'a été démontré. Ça reste des hypothèses et nos connaissances sur ce virus SARS-CoV-2 est limitée, sont vraiment limitées. Donc on ne peut pas dire est-ce que c'est un virus qui a été créé par l'homme ou pas. Je pense que rien n'a été démontré sur ce plan. Oui. Je vais vous inviter justement à nous rejoindre pour la rubrique Focus avec le docteur Mejdel. C'est grâce à toi. Bonsoir, docteur Mejdel. Bonsoir, amis téléspectateurs. On revient avec vous sur les 5 virus les plus mortels ou les plus dangereux qu'a connu l'humanité, c'est ça? Retour sur les 5 virus ou les 5 épidémies virales qui ont fait plus parler d'elles, parfois par leur grande virulence et parfois par leur grande distribution au sein des populations, ce qui est leur durée dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'un virus déjà pour commencer? Alors, c'est quoi un virus? On en parle souvent, on en parle beaucoup ces derniers temps. Un virus, déjà, le terme virus renvoie à des infections, des maladies un peu ambiguës. En fait, le virus est une particule microbiologique, il fait partie des particules les plus petites, qui n'est pas un être vivant en soi, ce n'est pas une particule vivante, mais un virus est formé d'une capsule qui porte l'identité externe du virus, qui est constitué en général par des protéines ou des glycoprotéines et un matériel génétique interne qui lui permet de se dupliquer. Alors le virus, il est incapable de se multiplier à lui seul, il a tout le temps besoin de parasiter, de coloniser d'autres cellules vivantes pour utiliser son matériel protéique pour se dupliquer et aller coloniser et rendre malade des organes dont il a le tropisme. Oui, absolument. Alors, en gros, les virus dont vous allez nous parler sont Ebola, le VIH, le H5N1, le virus de la rage et aussi le SARS-CoV-2, c'est ça? Alors voilà, en gros, ce sont les virus qui ont fait beaucoup plus parler d'eux de par leur virulence. Alors Ebola est un des virus les plus mortels lorsqu'il s'est installé. Alors il cause selon les souches entre 25 et 90% de mortalité par fièvre hémorragique. C'est une situation assez dramatique, d'autant plus que c'est un virus qui s'est installé au sein de populations très très pauvres, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest où il y a eu plus de 11 000 morts suite à une épidémie qui a eu lieu entre 2014 et 2015. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement homologué ni de vaccin contre l'Ebola, mais le fait que le virus ne s'est pas propagé plus loin que les pays qui y ont été contaminés, ceci n'a pas conduit à une très grande pandémie ou une très grande propagation du virus. Alors quant au virus de la rage, le virus de la rage, il est considéré comme un virus dangereux, spontanément dangereux, parce qu'il est
spontanément mortel. Son traitement, il atteint le système nerveux et de ce fait, à son stade ultime, il va atteindre nous allons tomber sur une situation, il y aura une dépression des centres nerveux qui commandent les fonctions vitales qui sont cardio-respiratoires et le décès du patient. Nous devons rendre hommage à Monsieur Louis Pasteur qui a fait un grand travail en mettant au point le vaccin antirabique qui a énormément diminué la mortalité de la maladie. Nous comptons toutefois 55 000 contaminations par an au niveau mondial, ce qui rend cette maladie présente par ce taux de contamination, le taux de mortalité, mais qui est encore une fois assez diminué grâce à l'utilisation du vaccin. Alors le H5N1 modifié. Alors le H5N1 modifié est un des virus qui a fait le cauchemar des virologues. C'est une forme de grippe aviaire, c'est ça? C'est une variante, c'est une mutation qui a été induite sur le virus de la grippe aviaire par un virologue néerlandais et qui a failli être à l'origine d'une infection respiratoire mortelle et foudroyante, jusqu'au point où les études qui ont été menées sur le H5N1 modifié ont été bloquées parce que, de peur que ceci échappe au travail de recherche et qu'il contamine plus de population. Alors il y a un organisme de biodiversité américain qui a décidé de confiner le virus au sein des laboratoires et de rassurer le reste des populations mondiales quant à la non-disponibilité au niveau des populations de ce virus extrêmement mortel. Pour revenir à l'actualité, le SARS-CoV-2 fait parler de lui. Malheureusement, personne n'ignore ce que c'est le SARS-CoV-2 aujourd'hui. 68 millions de contaminés au niveau mondial, 1,5 million de morts, chose qui est très très importante. Une course assez impressionnante vers la découverte de virus. Il n'y a pas encore aussi de traitement qui est homologué et les espoirs restent portés sur ces vaccins qui vont arriver et dont l'efficacité et l'innocuité sont en cours d'évaluation. C'est pour l'instant le seul espoir qui reste pour vaincre cette pandémie mondiale. Et encore une fois, il n'y a pas de traitement curatif du SARS-CoV-2. Pour finir, toujours dans le thème de l'émission, l'infection VIH, ça fait 40 ans qu'elle existe au stade de pandémie mondiale. Nous comptons quelque chose comme 38 millions de cas en 2019. C'est une maladie qui est sexuellement transmissible, mais elle est aussi transmise par les liquides biologiques, le sang et ses dérivés. Beaucoup d'efforts ont été faits en termes de sensibilisation, de travail auprès des populations partout dans le monde, même si ces dernières années, il y a un relâchement mondial partout dans le monde, même dans les pays les plus développés, en Europe, aux États-Unis. Il a été constaté une sorte de relâchement auprès des populations jeunes et qui a fait que les chiffres de contamination soient en augmentation. Et la situation épidémiologique est beaucoup moins dramatique que pendant les années 80 ou 90 grâce au développement des traitements antiviraux, mais il n'existe toujours pas de vaccin contre le VIH. Oui, j'espère qu'on aura le temps d'en parler justement. Merci beaucoup, Dr Mechtel, pour toutes ces informations. Merci beaucoup, bonsoir. Vous me tendez une perche, hein, vous avez terminé sur le relâchement, justement, je vais saisir cette perche. Alors, je le disais au début de l'émission, professeur Bouzroub, qu'il y avait un relâchement de la conscience du risque au sein de la population. Par conséquent, il y a beaucoup de séropositifs qui l'ignorent aujourd'hui parmi nous. Alors, l'an dernier, par exemple, on a parlé de 8000 personnes qui sont venues se faire dépister volontairement ici en Algérie au niveau des centres de dépistage. Est-ce que les gens viennent se faire dépister chez nous? Et à quel point le dépistage précoce est important dans cette maladie?
Alors, dans le contexte actuel de l'épidémie, donc j'avais dit au départ que le nombre de tests a diminué. Ça veut dire que les gens ne vont pas se faire dépister. C'est vrai que habituellement, est-ce que les gens viennent se faire dépister volontairement? Ah oui, vous savez que l'Algérie donc adopte une stratégie de dépistage, une stratégie donc qui est basée sur des algorithmes. Et ces algorithmes donc, ont été donc, élaborés selon un consensus national de dépistage concernant donc, le diagnostic biologique de cette infection VIH. Et donc le programme de dépistage qui est donc, coordonné donc, par le ministère de la Santé est un programme donc, élargi et qui consiste donc à dépister massivement, dépister les populations clés, les populations vulnérables. Donc le dépistage se faisait réellement. Mais actuellement, avec le contexte épidémique, cette étape, comme je l'ai dit, le dépistage a été donc réduit. D'ailleurs, il y a eu, c'est vraiment dommage parce que nous avons travaillé beaucoup avec le ministère pour le dépistage, pour tout ce qui... Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Malheureusement, cette épidémie donc, menace un peu ce progrès qui a été réalisé dans le domaine de dépistage à travers les 60 centres de dépistage qui sont à l'échelle nationale. Oui. Professeur Achour, quelle est la différence? C'est une question qu'on pose chaque année et qu'on pose régulièrement, mais c'est jamais assez de le rappeler. Peut-être pour revenir un peu sur la deuxième partie de ma question, qui est à quel point il est important de se faire dépister ou de se faire diagnostiquer tôt dans cette maladie. Quelle est la différence déjà entre un séropositif et une personne vivant avec le sida? Alors la différence, c'est qu'un séropositif, c'est un malade qui a été dépisté précocement et qu'on a pu stabiliser. Mais quand il arrive au stade de sida, c'est qu'il a évolué dans la maladie. Et c'est le stade... C'est au bout de combien d'années généralement? Normalement, c'est entre 8 à 10 ans. Mais pour cela, ce sont des malades qui n'ont pas été pris en charge précocement. Et parfois, quand il y a des rejets du traitement, que le malade refuse de se faire traiter, parce qu'il y a souvent, on est confronté à des malades qui ont un déni de la maladie. Bon, vous l'avez dépisté cette année, il vous reviendra peut-être une année ou 2 ans après. Mais quand son état a évolué, il est au stade d'infection opportuniste. Est-ce qu'il y a des symptômes à cette maladie au tout début Oui, voilà. Oui, c'est des malades qui peuvent ne présenter que de la fièvre, c'est des malades qui peuvent présenter une éruption qui est un petit rash qui passe, c'est des malades qui peuvent présenter des adénopathies, c'est des malades qui peuvent présenter une éruption cutanée type d'un zona et qu'on nommait, beaucoup de dermatologues n'y pensent pas pour faire le dépistage. Et des malades qui peuvent perdre du poids. Oui. Et ça, c'est des motifs souvent qui sont des motifs de consultation. On peut vous donner un exemple. Il y a des confrères à nous qui reçoivent des malades, ils les voient, et ce n'est que 3 à 6 mois après que le diagnostic est posé, alors qu'on les a traités pour une dermatose, qu'on les a traités pas forcément à dépister. Pour d'autres pathologies, il y a un retard. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait une sensibilisation plus importante. Ce n'est pas uniquement durant un mois qu'on en parle, il faut en parler tout le temps, même entre nous, le corps médical. Peut-être qu'il faut en parler beaucoup plus, sensibiliser à tous les niveaux, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans tout endroit où il y a une collectivité, il y a des gens qui peuvent écouter, faire passer le message. Et quand on fait passer le message, il faut savoir accompagner ces patients, parce que ce n'est pas évident. Et là, c'est la part de l'accompagnement qui est souvent très importante, pour qu'ils puissent être pris en charge et traités précocement. Parce que tout retard à la prise en charge du malade, c'est un malade qui vous reviendra à un stade avancé. Donc on a réduit de la durée de vie de son espérance de vie pour ce patient. Monsieur Zdam, professeur Bouzroub, on a dit un mot. Est-ce qu'on parle encore aujourd'hui, quand on parle de l'infection VIH-Sida, de population cible ou de population vulnérable, ou alors c'est tout le monde finalement qui est considéré comme étant un profil à risque? Très bien, merci. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur l'histoire de la terminologie. Nous, à l'ONU-SIDA, et tout le monde entier utilise le terme personne vivant avec le VIH. Donc, qu'il soit au stade séropositif. On dit plus sidéen. Non, parce que c'est des termes stigmatisants. Même les définitions séropositif, stade SIDA, c'est des définitions cliniques. Donc, ça ne doit pas concerner. Quand on dit personne vivant avec le SIDA, ça veut dire personne vivant avec le VIH. D'accord. Il vit avec le VIH, il vit avec le virus. Ça peut être les deux. Donc. Bien sûr, il est porteur asymptomatique, mais il peut aller à un stade symptomatique et il est au stade SIDA. D'accord. Juste pour utiliser une terminologie. Maintenant, revenons. Deuxième point, le dépistage. Moi, je dirais que
pour répondre après à votre question, que le dépistage, on ne fait pas beaucoup de dépistage en Algérie. On ne fait pas beaucoup de dépistage. Parce que nous ne pouvons pas aller dans une stratégie en naviguant à vue. Nous devons construire une stratégie sur la base d'évidences. Alors les évidences, qu'est-ce qu'elles disent? Où sont les populations où on a le plus niveau d'infection? C'est là où on doit accentrer le dépistage, d'une part. D'autre part, les données de 2019 de l'Algérie montrent que... Est-ce qu'on a des dépistages ciblés finalement? On a entre 2018 et 2019, il y a une régression du nombre de personnes qui connaissent leur statut sérologique. En 2018, c'était 83% des personnes qui connaissaient leur statut sérologique parmi les personnes potentiellement infectées. En 2019, on est descendu à 76%. Donc, et en 2020, ça va encore descendre. Parce que ce que vient d'expliquer l'impact du virus. Maintenant, qui sont les personnes qui doivent être dépistées? C'est clair, ce n'est pas tout le monde qui doit être dépisté. Il est clair que l'épidémie en Algérie ne concerne pas toute la population. Donc nous allons vers les populations qui ont des comportements d'exposition au risque. D'autre part, il y a les femmes enceintes. Les femmes enceintes, il est important de les dépister toutes. C'est pour ça que je venais dire tout à l'heure, j'ai dit il y a seulement 55% des femmes enceintes séropositives qui reçoivent un traitement. Parce qu'on a plus de 1 million de naissances par an. Donc ce qui fait que nous devons, toutes les femmes enceintes doivent être dépistées parce que ça va nous emmener à éliminer la transmission mère-enfant. Les femmes enceintes font partie des populations à risque. Vulnérables. Vulnérables. Parce qu'on va dire risque. La vulnérabilité veut dire que la situation dans laquelle on se trouve nous expose au risque. Est-ce que c'est la situation? La vulnérabilité de la femme enceinte, c'est que ça diminue les bases. D'après le vaccin antigrippal, il est recommandé pour la femme enceinte et beaucoup d'autres traitements parce qu'une immunité très basse, donc avec les complications. Pour la femme enceinte, parce que bon, le virus se transmet donc in vitro déjà de la maman au bébé, mais aussi après, donc via l'allaitement. Voilà l'allaitement, bien sûr. Donc le risque est là. Mais là, scientifiquement, on peut éliminer la transmission mère-enfant. On peut. Il reste les autres types de transmission, qui sont la transmission sexuelle, qui est la plus importante. Et là, c'est encore très compliqué, parce qu'on n'arrive pas à avoir un contrôle. C'est des comportements d'individus. Et là, il faudrait aller vers les réservoirs de virus. C'est les personnes qui sont les plus exposées à risque et qui ont des comportements... Qui sont ces personnes? On peut avoir les usagers de drogue injectable. On peut les personnes qui ont... Comment on appelle ça? Les professionnels du sexe et leurs clients. Parce qu'on oublie souvent les clients. Et les clients peuvent être n'importe quelle personne, la société générale, la population générale. Même si notre discours peut heurter un petit peu, mes situations, moi je veux dire à tous les téléspectateurs, c'est la réalité. C'est des populations qui vivent underground, qui vivent cachées et qui sont en train d'exister au sein de la population. D'où l'importance de se protéger. Et d'où l'importance. Donc maintenant, après le discours, les discours changent d'une personne à une autre. Un discours, on peut dire à une personne de se protéger en restant fidèle dans le couple, et pour beaucoup de personnes vont rester fidèles. À des personnes qu'on va leur demander de s'abstenir d'avoir des relations sexuelles avec des personnes infectées en dehors du cadre. Quand je dis se protéger, je parle du préservatif. Et après, on a des personnes à qui on demande d'utiliser le préservatif. Parce que nous, notre but, il est de viser la santé publique. Nous voulons aller vers la réduction de la transmission de l'épidémie parce qu'après, elle se transmet dans la société. Et si on se ferme les yeux sur ce qui existe autour de nous, l'épidémie va encore progresser. Oui. Professeur Achour, alors pour les modes de transmission, il en a parlé, Monsieur Zidane, donc il y a par voie sexuelle, par voie du sang, mais aussi l'allaitement. C'est ça, ce sont donc les trois connus. L'allaitement. Oui, voilà. J'aimerais qu'on revienne avec vous aussi sur les traitements, parce que ça c'est très important et beaucoup de gens ignorent aujourd'hui que les traitements ont changé complètement la vie des gens vivant avec le VIH et les a carrément inscrits dans un chemin de vie. Oui. Vous avez eu tout à l'heure un des patients qui en a parlé, qui a dit le fait de prendre le traitement, d'être assidu. J'ai repris toutes mes capacités, j'ai repris mon travail au point où je me disais je suis en forme, c'est extraordinaire. Et puis il y a eu chez lui un moment de rupture de ce traitement et il a resombré dans la maladie. Et il est arrivé à un stade où il nous a fait plein de complications. Le malade l'a très bien rapporté. Le traitement change complètement. Et ça permet de diagnostiquer précocement, pris en charge précocement, un bon suivi sur les 6 premiers mois. C'est des malades qu'on peut revoir tous les 6 mois, les 2 premières années, voire une fois par an. Donc,
il faut avoir la possibilité également de leur donner ce traitement. Et là, on est limité, pas au-delà de 3 mois. Même si le malade habite à plus de 2000 km, il ne peut recevoir que pour une durée de 3 mois. Sinon, il faut vraiment faire des pieds et des mains pour lui assurer 4 à 5 mois. Oui. Alors, on a dit donc le traitement est les inscrit un peu sur un chemin de vie. Aujourd'hui, un séropositif ou une personne vivant avec le VIH a la même espérance de vie quand elle est sous traitement, bien sûr, la même espérance de vie qu'une personne normale. Tout à fait. Il peut se marier, avoir des enfants, avoir une vie tout à fait normale. Il y a un suivi et nous avons beaucoup de couples discordants où c'est l'un ou l'autre qui est séropositif et qui est suivi. Et c'est magnifique, il y a des enfants séronégatifs. Oui. Monsieur Zdam, le traitement est un enjeu individuel, mais aussi un traitement collectif, puisqu'il permet à ces personnes de ne pas devenir contagieux. Exactement. Le traitement, c'est une prévention. Le traitement comme prévention, d'ailleurs, c'est une terminologie globale, treatment as prevention. Et ça, c'est une des solutions magiques pour arriver à la fin du sida. Ce que vient de dire le professeur Achour est très important, du fait que les personnes qui sont sous traitement suivies, contrôlées avec une charge virale indétectable, ils ont une vie normale, peuvent se marier avec des personnes qui ne sont pas infectées. Et ça, la réalité, même en Algérie, et ils ont des enfants séronégatifs. Mais à condition qu'il reste, le problème, c'est que le sida, il n'y a pas de vaccin. C'est que pour le VIH-sida, il faut le traitement à vie. Il faudrait que les gens soient aussi suivis, il faudrait qu'ils soient psychologiquement bien, il faudrait que l'environnement les aide. Et tout ça, c'est assez difficile dans certains contextes. Mais je vous dirais que la révolution, c'est le traitement. Et c'est la qualité des traitements, parce que là, il faudrait aller encore vers des meilleures molécules pour permettre une qualité de vie meilleure. Et aussi, le coût du traitement, qui reste quand même assez cher, malgré tous les efforts faits au niveau global, quand même, il reste quand même un certain dictat d'un certain labo qui continue quand même à... Mais le traitement est disponible gratuitement chez nous. Avec des prix très élevés et que beaucoup de personnes n'y ont pas accès. Parce que le traitement, c'est la démocratie aussi, pour permettre l'accès universel aux soins et aux traitements à tous. Et c'est les objectifs aussi de tous les pays du monde dans le cadre des objectifs de développement durable. Oui. Professeur Bouzrouba, à quoi ressemble aujourd'hui la vie d'une personne vivant avec le VIH en Algérie? On parle beaucoup de maladies honteuses, parce que cette émission aussi sert peut-être à un peu lever les tabous et à sensibiliser les gens par rapport à la stigmatisation que peuvent ressentir ces personnes. Alors, donc, c'est des personnes donc, tout à fait normales. Aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH, d'ailleurs, on ne se rend même pas compte qu'ils ont le virus et ils vivent normalement. Je veux dire, je pense que les mentalités ont changé. C'est plus comme les années 90 où ils étaient un petit peu marginalisés. Aujourd'hui, la personne vivant avec le VIH est une personne qui a une vie active, qui a une vie épanouie. Et tout cela grâce, grâce à la prise en charge. Oui, mais on a souvent du mal peut-être à le dire. Beaucoup de gens le cachent. Ces gens souffrent beaucoup de stigmatisation, que ce soit dans la société ou encore dans le milieu hospitalier. Les gens vont se faire soigner, ils ne disent même pas qu'ils ont le VIH. Tout à fait d'accord. La stigmatisation et la discrimination reste quand même une des menaces de tous les progrès réalisés en termes de lutte contre le sida. Parce que, sincèrement, il y a une évolution. Il y a une évolution. D'une part, il y a eu un cadre réglementaire, c'est-à-dire le ministère de la Santé, quand même, il a mis en place un cadre, parce que les décideurs ont compris qu'il fallait. Mais malgré tout ça, il reste quand même des stéréotypes. Il reste quand même la discrimination au milieu de soins en particulier, parce que la personne qui est infectée par le VIH n'a pas besoin que des antirétroviraux. Elle doit aller chez le dentiste, elle doit aller chez le gynécologue, elle doit aller chez le chirurgien, elle doit faire des explorations endoscopiques. Et malheureusement, quand elle dit que je suis porteuse, on lui refuse l'acte. C'est pour ça que beaucoup de gens ne disent pas, d'ailleurs. Et que ça, c'est contraire à l'éthique et au cadre réglementaire du pays. Donc ça, le problème est là. Voilà, donc elle peut aller, ce qu'elle disait, professeur Bouzrouba, une personne, elle est tout à fait normale, elle peut aller faire une exploration endoscopique ou sans faire extraire une dent,
sont déclarés. Absolument. Et peut-être que les mesures d'hygiène ne sont pas appliquées avec le risque de transmission. Et professeur Achor, justement, vous qui êtes en contact avec eux, peut-être rappeler que beaucoup de gens peuvent le contracter aussi. Ce n'est pas uniquement les professionnels du sexe ou les toxicomanes qui sont aujourd'hui porteurs. Absolument. C'est pour ça que nous leur apprenons durant notre prise en charge qu'il ne faut pas avoir honte de cette maladie. C'est une maladie comme une autre maladie. Le malade le comprend, mais déjà son entourage doit l'accompagner. Et souvent, il y a beaucoup de malades où l'entourage n'est pas au courant de sa maladie parce qu'il risque dans sa propre famille être stigmatisé. Donc nous, on leur demande, quand il y a un soin dentaire à faire, une exploration, de l'annoncer et de demander, de prouver au corps médical qu'eux-mêmes, ils savent quelle est la conduite. Je ne serai pas vue chez le dentiste en première position, mais je passerai en dernière position. Oui. Et ça, c'est très important. Rappelez peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le contractent dans un milieu conjugal. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui naissent séropositifs, malheureusement, puisqu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore la transmission mère-enfant. On termine peut-être brièvement sur une question avec vous, professeur Bouzroub, sur le vaccin, puisqu'aujourd'hui, l'actualité, c'est aussi le vaccin anti-Covid. Pourquoi nous n'avons pas aujourd'hui un vaccin contre le VIH ? Alors, il faut savoir que le VIH, qui est un virus ARN, a certaines particularités génétiques. C'est un virus qui se caractérise par une hypervariabilité génétique et c'est ce qui fait la complexité d'avoir un vaccin efficace contre ce virus. Cette hypervariabilité génétique va entraîner qu'il va prendre plusieurs formes, il va échapper au système immunitaire, donc il va dérouter un peu le système immunitaire. C'est pour ça que le vaccin n'a pas vu encore le jour aujourd'hui. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que ce vaccin, il se fait désirer et aujourd'hui, je pense que bientôt, en tout cas c'est ce qui est publié, annoncé. Bientôt, donc vers la fin 2021, il va y avoir donc des vaccins qui sont d'ailleurs en essai thérapeutique. D'ailleurs, tous les regards sont rivés sur ces essais cliniques qui sont en phase terminale, phase 3. Et il faut garder espoir. Il y a de bonnes raisons donc d'espérer. Avec les résultats, j'espère qu'ils seront efficaces. Oui, voilà. Merci. Avec cette note d'espoir, justement, on arrive à la fin de cette émission. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir et excellente fin de soirée sur Canal Algérie.